partie de l'émission, nous allons lancer un coup de projecteur sur deux autres nations qui se sont qualifiées pour la CAN 2019 au Cameroun. Et puis nous parlerons bien entendu du Mali et aussi de l'Afrique du Sud dans cette émission, le championnat en particulier. Nos invités, toujours présents, Edith Giscard-Nono, directeur du site Samedi Foot. Samedi Sport. Samedi Sport. Pourquoi je dis Samedi Foot, Samedi Sport? Foot. Oui, exactement. Hassan Bala qui est avec nous, et je rappelle qu'il est donc directeur technique du FC Granson, et puis Pierre Basse qui est membre de Diambars, directeur des programmes. Et Pierre Bernard Lama est en ce moment ici, puis Bernard Lama qui vous a beaucoup aidé pour l'ouverture, pour la création de Diambars. Tout à fait. Bernard Lama qui est le président de Diambars France, qui est de passage à Paris en ce moment, mais qui vit en Guyane comme tout le monde le sait, même s'il est toujours très investi dans le projet. Et Viera, vous avez ces nouvelles, vous l'appelez? Alors, on échange de temps en temps, mais on n'a pas de nouvelles de manière récurrente. Viera ne fait plus officiellement partie du projet, puisqu'il nous a demandé à prendre un peu de distance, notamment quand il est parti à New York. Mais il a énormément contribué et on le remercie. Voilà, merci Pierre pour ces précisions. Tout de suite, le jingle pour s'adresser aux internautes. Alors, bien entendu, quelle équipe africaine qui vous impressionne actuellement? Vos réactions sur Facebook Africa 24 et le Twitter avec hashtag Africa 24. Vous n'hésitez pas. Le dossier du magazine. Alors, juste patienter, dans quelques instants, nous allons voir ce dossier, mais consacré au problème que traverse justement le Mali. Mais en attendant, l'élection de nouveau président. Et à noter également que c'est une femme, Madame Béatrice Attala, qui va diriger le comité de normalisation de la Fédération malgache de football. La décision a été prise la semaine dernière. Mais nous allons faire un clin d'œil à une autre équipe qui s'est qualifiée pour la CAN 2019 du côté du Cameroun. Il s'agit de l'Égypte. Portrait avec la rédaction. L'Égypte qualifiée pour une 22e phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Les septuples champions d'Afrique passent en tête du groupe J, totalisant 12 points après 5 journées. Un bilan de 4 victoires et une défaite pour les coéquipiers de Mohamed Salah, battus par la Tunisie 1-0 lors de la première journée des éliminatoires, avant la belle revanche prise à domicile sur le score de 3-2. Avec la Libye, l'Égypte détient la meilleure attaque de ces éliminatoires avec 15 buts inscrits en 5 rencontres, soit une moyenne de 3 buts par match, dont un succès 6-0 contre le Niger au Caire. Les Égyptiens ont, pour l'heure, réussi à faire oublier la désillusion en juin dernier au Mondial russe, où ils n'avaient pas réussi à passer le premier tour avec 3 défaites en autant de sorties. Finalistes de la dernière CAN, les Pharaons devront proposer un jeu moins attentiste s'ils veulent entrer un peu plus dans l'histoire du football africain. Et justement, regardons le groupe J. Et en même temps, je vais poser la question à Pierre. Pierre, qu'est-ce qu'il faut faire avec Mohamed Salah? Il faut l'attacher pour l'arrêter? En tant que supporter du PSG, je ne sais pas, j'ai sorti tous mes gris-gris parce que c'est quand même quelqu'un d'assez exceptionnel, c'est un joueur exceptionnel. Je n'ai pas de solution miracle, c'est vraiment un très très bon joueur. Je pense qu'il peut se révéler encore plus pendant cette CAN 2019. Après, il faudra que ses coéquipiers se mettent au niveau, même si on sait que l'Égypte c'est une valeur sûre. Très très bon, excellent joueur, franchement excellent footballeur. Et puis ils ont une revanche, parce qu'au Gabon, ils avaient été battus par une certaine équipe dont je ne me souviens plus. Vous vous souvenez? L'Égypte? Oui. À la dernière CAN. Mais oui, au Gabon. Non, moi non plus, je me suis... C'était le Cameroun. Ça fait... oui, 2 ans. Ça fait 2 ans, ouais, je me souviens exactement. Ouais. Et moi, en revenant sur le cas... Ils auront une revanche à prendre. Oh, j'espère bien, mais en revenant sur le cas Salah, puisque c'était la question, effectivement, c'est, comme l'a dit M. Basse tout à l'heure, c'est un jeu exceptionnel. On doit en être fier en Afrique d'avoir un tel potentiel, parce que lorsque les Drogba, Eto'o ont arrêté, à un moment, on s'est posé la question de savoir quelle allait être la relève. C'est vrai qu'il y a eu Aubameyang, mais aujourd'hui, un potentiel comme Salah qui aujourd'hui se positionne aussi pour le Ballon d'Or, quand même. Je pense que c'est une énorme fierté pour l'ensemble des Africains, et c'est un joueur exceptionnel qui n'a que 25 ans, il ne faut pas l'oublier. Mais des années devant lui pour pouvoir brandir de nombreux trophées. Mais il a donc une chance d'avoir ce Ballon d'Or, Hassan.
Alors, Ballon d'Or, effectivement, c'est très compliqué. Mais Ballon d'Or africain, donc il l'a. Et puis, c'est un joueur, à mon avis, pour les années à venir, il peut vraiment prétendre s'il continue à élever son niveau. Mais pour cette année, c'est très, très compliqué. C'est rapide. Vous voyez qui? Cette année, je vois Varane. Ah, Varane. Oui. Ça va être compliqué aussi pour Varane. Hein? Bon, on verra bien. Nous allons enchaîner avec une autre équipe qualifiée déjà. Il s'agit de la Tunisie. Portrait. La Tunisie disputera sa 18e CAN après sa qualification acquise lors de la 4e journée contre le Niger sur le score de 2-1. Les Aigles de Carthage auraient même pu effectuer un sans faute durant cette campagne, n'eût été la première défaite enregistrée face à l'Égypte. Avec une seule CAN remportée chez elle en 2004, la Tunisie, qui compte depuis des années l'une des plus belles formations sur le continent, devra conserver le même état d'esprit que durant les éliminatoires si elle veut aller loin dans cette compétition. La sélection tunisienne pourra s'appuyer sur des joueurs à fort potentiel tels que Wabi Kazri, Hamdi Naguez ou encore Naïm Sliti. Et regardez justement la Tunisie qui termine ex-aequo avec précisément l'Égypte. Et Hassan, la Tunisie évolue en dents de scie. On a l'impression que ce n'est pas une équipe vraiment constante. Vous? Alors, qu'en dites-vous? Alors, je ne dirais pas vraiment en dents de scie. Par contre, dans ce groupe-là, l'Égypte et la Tunisie ont confirmé leur statut de favoris. Effectivement, l'équipe tunisienne, elle n'a pas Mohamed Salah. Par contre, c'est une équipe qui est solide, difficile à manœuvrer et toujours, elles arrivent à se qualifier pour la CAN ou même pour la dernière Coupe du Monde en la vie. Donc voilà. Pierre, un mot sur la Tunisie? Alors c'est une équipe qui est surprenante dans le sens où on peut considérer quand même qu'elle est régulière. C'est une équipe qui a un bon niveau, qui est régulière. Peut-être à laquelle il manque un joueur emblématique. On a parlé de Mohamed Salah tout à l'heure. Effectivement, c'est une équipe qui n'a pas Mohamed Salah. Il manque un joueur peut-être qui va faire la différence et qui va permettre à la Tunisie de franchir un cap. Mais c'est une équipe qui est complète, qui est solidaire et plutôt solide. On parle de Marc Wilmotte pour entraîner l'équipe. Vous qui avez les nez un peu partout, Edith, vous avez des infos, vous? On parle aussi de Paul Le Guen, tiens. Ouais. Il y a de nombreux sélectionneurs qui sont cités. Il y a également celui du Burkina Faso qui est aussi annoncé par la presse tunisienne. Cependant, effectivement, puisqu'il embrayait sur le thème de la Tunisie par rapport au collectif que représente la Tunisie, aussi par rapport à ce manque de joueurs à la hauteur de Salah. Moi, je vois bien Kazri, le Stéphanois, bon, qui n'est pas du niveau de Salah, bien sûr, mais qui est dans un collectif où il est le joueur qui semble être un peu au-dessus, en tout cas offensivement. Et je pense que c'est sans doute par rapport à cela qu'aujourd'hui, la Tunisie se porte si bien, tout au moins pendant cette qualification. Nous allons partir, messieurs, en Afrique du Sud pour voir le championnat de football. Nous sommes quasiment à la 13e journée. Regardez les résultats enregistrés lors des derniers matchs avec Maritzburg United qui a fait match nul avec Highland Park, 2 buts partout. Il y a même Melody Sundown, Orlando Pirates 0-0. Golden Arrow qui a perdu devant Baroka, 2-0. Kaiser Chiefs qui fait match nul avec Chippa United. Il y a également la victoire de Super United, celle aussi de Braunfontein. Il y a aussi le match nul entre Polo Kwan et Amazulu et Captain City, Black Leopards, 3-1. Donc pour ce championnat d'Afrique du Sud, chaque fois nous allons faire un clin d'œil à un championnat sur notre continent dans cette émission. Maintenant, messieurs, nous allons parler du Mali après les injonctions de la FIFA pour remettre de l'ordre à la maison du foot malien. Voyons ce dossier avec Mokhtar Bari. La crise qui traverse le football malien depuis 2015 pourrait bientôt connaître un dénouement. Après la mise en place du comité de normalisation par la FIFA en janvier 2018, l'équipe dirigée par Daou Fatmata Guindo avait pour mission d'organiser une assemblée générale élective, exempte de toute contestation. Butée sur la légitimité des personnes habilitées à voter, la partie opposée à l'ancienne équipe dirigeante avait saisi le tribunal arbitral du sport pour statuer sur la question. Le TAS, dans son arrêt du 15 janvier, a tranché en faveur de la reconduction des personnes convoquées lors de l'Assemblée générale du 10 janvier 2015.
cette décision, n'est-ce pas, va régler tout le problème du CONOR. Parce qu'en ce moment, personne ne dira que c'est le CONOR qui a décidé. C'est une instance suprême qui a décidé, qui est le tribunal arbitral du sport, qui est la dernière instance possible et dont, n'est-ce pas, les conclusions s'imposent à tous. Avec 2 prolongations de mandat, le CONOR voit sa mission allégée par le TAS. Elle espère organiser une assemblée générale élective d'ici le 31 décembre. Aujourd'hui, le football malien, plus que jamais, a besoin de rassemblement, a besoin d'un rassembleur, quelqu'un qui est capable de travailler avec tous les bords, qui n'est pas dans les histoires de clans, de clubs, non, qui est capable de mettre tout le monde autour de la table et d'avancer avec tout le monde, parce que c'est de cela aujourd'hui que le football malien a besoin. Cette crise a eu pour conséquence 2 ans sans championnat dans pratiquement toutes les catégories. Une crise qui n'a cependant pas eu d'incidence sur l'équipe A, qui s'est qualifiée pour la Coupe d'Afrique des Nations, Cameroun 2019. Oui, alors Pierre, je m'adresse encore à vous. Vous qui êtes un habitué de la gestion des affaires, justement, que pensez-vous de la gestion, de la manière dont on mène cette fédération malienne de football? Il n'y a pas de championnat depuis 2 ans. C'est quand même grave. C'est très grave, c'est une catastrophe pour le football malien. Quand on connaît le potentiel de ce pays, je trouve ça particulièrement dommage. Après, c'est toujours compliqué, malheureusement, dans certains pays africains, quand les institutions sportives ne sont pas forcément structurées. Ça conduit à ce genre de situation. Je ne connais pas dans le détail la situation du football malien, mais je constate quand même que ça fait quelque temps que ça leur pend au nez. Comme ça a été le cas dans d'autres pays, hein. Ça a été le cas au Cameroun et dans d'autres pays. Malheureusement, je crois qu'il faut mettre en place une bonne gouvernance et puis restructurer toutes ces institutions sportives et peut-être apporter une petite touche de jeunesse avec de nouvelles idées pour permettre à ce football de progresser, de se structurer. Mais c'est vraiment dommage pour le Mali, c'est dommage. Avant de s'adresser à vous, Edith, Hassan, vous, depuis la Suisse, quel regard avez-vous sur la situation du football malien, mais aussi le Tchad que nous allons parler tout à l'heure? Effectivement, c'est triste de voir ça. Heureusement que l'équipe nationale est qualifiée pour la CAN et puis les féminines aussi, elles se comportent très bien. Se comportent très bien. Mais sinon, effectivement, au niveau de la gestion, c'est pas facile. Et cette crise dure depuis quasiment 4 ans. Il y a eu 2 fois l'année passée la mise en place du comité de normalisation. Du coup, ça fait beaucoup. Et puis, il est temps que les Maliennes se mettent d'accord. Et puis de voir l'équipe nationale jouer et puis le football là aille de l'avant. Vous avez l'habitude d'écrire sur les comités de normalisation, Edith, parce que le Cameroun a connu 2 ou 3. Je n'ai pas envie de dire que c'est un classique, mais c'est vraiment très triste ce genre de situation pour les sportifs maliens. On se pose encore la question d'ailleurs de savoir comment est-ce que les filles ont fait pour se qualifier sans compétition. C'est aussi un mérite de leur part, ça il faut le noter. Cependant, la normalisation s'est installée un peu partout en Afrique. Au Cameroun, c'est actuel. Au Mali, Madagascar aussi. C'est un triste sort de la situation africaine parce que malheureusement en Afrique, le politique s'immisce énormément dans les affaires du foot et cela a des conséquences telles que ce qu'on voit assez souvent. Merci beaucoup. Et puis juste un petit mot avant de mettre un terme à cette deuxième partie d'émission, pour vous dire bien que le football algérien, eh bien son livre qui est paru récemment, le guide des vedettes, vous le voyez donc sur votre écran, à se procurer. C'est Botola qui a sorti ce livre et qui s'est toujours intéressé au football féminin en Algérie. Mohamed viendra nous en parler dès qu'il quittera son lit à cause d'une grosse grippe. Il se baignait à Béja. Il est resté trop longtemps dans l'eau. Eh bien, ça va l'apprendre. Il nous a envoyé en plus des photos. Voilà pour la deuxième partie de cette émission. On se retrouve tout à l'heure pour la troisième et dernière partie.